Hmm. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour les Lausannois. Bonjour les Bisontins. Bonjour tout le monde. Alors, on va démarrer cette petite rencontre publique à l'occasion des fourberies de Scapin, avec plusieurs invités autour de cette petite table. Bien sûr, vous reconnaissez Omar Porras, qui signe la mise en scène des fourberies de Scapin. À sa droite, vous avez à l'impromptu Sébastien Broté, qui était à sa gauche, Sébastien Broté, acteur au Théâtre du Soleil auprès d'Ariane Mouchkine et de toute la troupe depuis aujourd'hui 20 ans. Cette année, c'est ses 20 ans d'activité intensive au Théâtre du Soleil. Et c'était l'occasion, il a fait une semaine d'atelier auprès des Master 2, des étudiants qui sont au fond de la salle à Besançon, qui nous accompagnent aujourd'hui sur cette journée. Et puis, à ma gauche, nous avons également Guy Frex, qui a été acteur au Théâtre du Soleil, sur le Sihanouk, roi du Cambodge, sur les Shakespeare, qui a continué toute une aventure d'artiste, de metteur en scène en particulier au Théâtre du Frêne, et puis qui par ailleurs est un collègue universitaire, qui est professeur émérite et qui a écrit, aujourd'hui c'est le spécialiste en France de la question du masque, il a écrit Les Utopies du masque au XXe siècle en particulier. Et c'est avec Guy Frex également que nous avons, puis là est sorti un ouvrage également qui a été co-signé avec Julia Fila-Canapa et Brigitte Le Guen sur les masques. Le titre exact, Guy ? Masque scénique dans l'Antiquité. Voilà, qui était le résultat aussi de colloques organisés il y a quelques années. Et puis, ensemble, on a des cycles de colloques sur la théâtralité, sur le théâtre de l'intime. Et là, tout prochainement, on en a un qui va avoir lieu d'une part à Paris à la Messache, la Maison des Sciences de l'Homme de Paris-Nord, à Saint-Denis. Les 2 premiers jours, le 27-28 octobre prochain, et le 29 à Besançon. Là aussi, vous êtes les bienvenus. Ça sera au Fort Griffon, tout l'après-midi du samedi 29 octobre. On essaye de se décentrer aussi, de ne pas être que sur Paris. Et le titre de ce colloque, et le suivant, c'est Masque et identité plurielle, de la reconstruction de soi au défi de l'anthropocène. Et donc cette petite rencontre aujourd'hui est en prolégomène, on l'a choisi de la mener en prolégomène de ce colloque, en lien direct avec le spectacle. Voilà pour le contexte. Dans les publications qu'on a pu réaliser aussi, il y a eu un numéro spécial d'Alternative théâtrale sur les enjeux du masque sur la scène contemporaine. On y parlait, il y a un long entretien sur la question de la théâtralité aussi, que Guy Frex a mené avec Omar Porras. Dans l'ouvrage, on a une grande photo avec Lionel Dingelser, qui à ce moment-là qui avait joué à la création des fourberies de Scapin le rôle de Scapin. Et voilà, donc on pourra revenir aussi sur cette aventure dans ses principes premiers, quoi. Comment est-ce que les fourberies de Scapin sont nées, la genèse et la reprise, ce que ça inclut, ce que ça induit. Voilà. Mais on ne va pas vous faire des conférences. Le but, c'est que la parole circule. Et peut-être, on va commencer par une première question. On fera aussi circuler la parole auprès de vous. Donc, c'est l'occasion de pouvoir poser des questions aussi sur le masque. Comment est-ce que vous l'appréhendez ? Et en même temps, oui, je voulais aussi redire une chose, c'est que non seulement on est rassemblés autour autour de la question du masque, et en même temps, il s'agit quand même d'un texte de Molière. Vous savez que cette année, nous fêtons les 400 ans de la naissance de Molière, très bien. Et effectivement, aussi bien en France qu'à l'étranger, les colloques se multiplient. On en a encore une série. Là, je reviens de Wrocław, en Pologne, où il y avait un colloque sur les survivances et les racines de Molière. Il y en a eu un sur Molière sans frontières au Théâtre Montansier, il y a peu, au mois de juin. Nous en organisons un à Rennes également sur Molière et les acteurs comiques, art et technique de la création scénique. Donc c'est vrai que c'est un vrai enjeu
enjeu que de continuer à faire vivre les textes de Molière, à faire vivre le répertoire classique. C'est un cheval de bataille pour moi d'étudier ces mises en scène contemporaines, les mises en scène contemporaines de ce répertoire. Et je vois que Molière a encore de beaux jours devant lui, hein, au vu de ce qui est proposé. Qui dans la salle a vu les Fourberies de Scapin, juste pour avoir un peu a déjà vu? D'accord. Et qui dans la salle va les voir ce soir, tout à l'heure, à 17h30? D'accord, ok, parfait. Bien, alors peut-être je fais circuler le micro et on commence par une première question. Est-ce que Guy, tu es parti? Ah, parfait. Oui. Son micro. Bonjour, voilà, ça me fait très plaisir d'être ici, de partager ce moment avec vous. Au fond, je pense qu'il est toujours très difficile de parler du masque en général. Le masque est je préfère souvent parler des masques et de spécifier, disons, quel usage il peut prendre dans une aventure particulière. Et je sais qu'avec Omar Porras, le masque est au cœur quand même d'une recherche théâtrale depuis le début, je dirais, de ta première création en 91, avec le Ubu de Jarry. Et il y a eu diverses utilisations, forcément, parce que dans les chemins de la création, au fond, il faut tenter chaque fois de découvrir de nouvelles choses. Hein. Il ne s'agit pas simplement d'appliquer comme quand on peut faire dans des ateliers de pédagogie. Par contre, il y a des fondamentaux. Mais c'est un peu différent pour les créations. Alors peut-être une des premières questions que je voudrais te poser, Omar, c'est relié aux Fourberies de Scapin. Tu l'as déjà monté il y a 13 ans, le spectacle. Et quand tu as décidé, au fond, de le reprendre aujourd'hui, en 2022, est-ce que l'idée du masque était présente et comment? Est-ce que tu savais déjà au préalable certaines données ou bien tu as eu des surprises par rapport à cet outil-là que tu connais pourtant si bien? Bien, merci Guy. Tout d'abord, bonjour à tout le monde. Merci, cher public, d'être présent, et même la journée, avec nous. Très honoré d'être si bien entouré par vous et par Madame Pro, toi, Guy, et Sébastien. Deux générations d'acteurs du Théâtre du Soleil. Il y en a une troisième personne qui fait partie d'une troisième génération qui est dans la salle. Et oui. Je ne peux pas imaginer faire un acte théâtral, pour plus réduit qu'il soit, pour plus infime qu'il soit, si je ne suis pas accompagné par les masques. Le théâtre, pour moi, est un synonyme des masques. Le masque est un synonyme de théâtre. Les masques, comme on le disait tout à l'heure, les masques, c'est la transformation. Les masques, c'est aussi la révélation. Les masques accomplissent un acte révélateur chez l'acteur, chez les metteurs en scène aussi. Et lorsque j'ai décidé de monter les Fourberies de Scapin, c'est un projet qui me tient à cœur depuis de nombreuses années, il y a très 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 longtemps. Quand j'ai monté Othello à la Comédie de Genève, masqué aussi, sous l'invitation de Claude Stratz, dans mon esprit, il y avait déjà le désir de monter Scapin, le désir d'approcher Molière, mais surtout avec cette pièce. Et lorsque nous avons commencé le processus de création, c'est un processus assez particulier car je voulais travailler qu'avec des jeunes acteurs, actrices, acteurs. Et puis, j'ai fait des ateliers où j'ai pu travailler à peu près avec 200 comédiens venus de la Belgique, du Canada, de différentes régions du monde, et ce qui m'a permis de faire un choix de comédiens qui étaient engagés, désireux de s'engager avec le travail masqué. Car ce n'est pas fait, peut-être vous pourriez me contredire, je ne pense pas que tout acteur, je ne crois pas que tout acteur soit capable de jouer avec les masques. Oui, je suis d'accord. L'acteur qui joue avec les masques est un acteur qui est capable d'aller au-delà
de lui-même, au-delà de ses connaissances, de sa prétention de connaissances, au-delà de ses capacités mentales, physiques, morales, psychiques. Et donc, cet atelier que j'ai fait, après, une fois que j'ai fait le choix de l'équipe, car je ne fais pas de distribution, j'ai fait une équipe. Et après, dans l'équipe, les rôles se distribuent car, comme c'est le cas encore pour cette reprise, tous les comédiens connaissent tous les textes. Toute l'œuvre, ils ne connaissent pas un rôle, ils connaissent tous les textes, car ça peut changer. Donc, j'ai décidé de faire une recherche de 13 semaines de répétition concentrée, ce qui est rare, où il y avait une notion d'école. Notre interrogation était autour du travail masqué. Donc, Freddy Porras, qui est le faiseur de masques du théâtre Malandro, le créateur des créatures, comme je l'appelle, nous a accompagnés dans ce processus de création des masques. Chaque masque qu'on utilise, elle est faite sur le visage de chaque acteur. C'est très, mais très, très rare qu'on propose à un acteur de jouer le masque que quelqu'un d'autre a joué. Parce que d'abord, c'est comme une paire de chaussures. On ne peut pas rentrer dans les godasses de quelqu'un d'autre, même si on a la même pointure. Et il y a une question d'âme, car je trouve que c'est indispensable d'y penser dans ces termes, de parler dans ces termes. L'âme, l'esprit de l'acteur qui crée le masque, qui donne la possibilité à ce masque de se déplacer dans l'espace, mais en même temps, c'est le masque qui révèle l'acteur. Grâce au masque, on peut voir la naissance des personnages, mais inimaginables, des choses que le metteur en scène n'a pas imaginées. Donc, oui, Guy, je ne peux pas faire un spectacle sans commencer par les masques. Ensuite, il y a des spectacles comme L'éveil du printemps, par exemple, ou l'Ibsen, qu'on a joué ici, La Dame de la Mer, et d'autres spectacles qui ont été joués sans masque. Alors, pour l'anecdote, peut-être tu m'arrêtes là. Et lorsqu'on a créé ce spectacle des Fourberies des Scapins il y a 13 ans, on avait plusieurs familles de masques. Des masques qui ont été créés pour eux. Mais une fois évolué le travail, je pense au bout de la 8e, 9e semaine, j'ai eu une sorte de révélation comme quoi il fallait enlever les masques aux comédiens. Alors ils étaient assez dépités, mais le travail avait été aussi profond que les masques, elles s'étaient imprégnées dans la peau, dans les gestes, dans la manière de respirer. Il y avait les masques des acteurs déjà, donc les masques faciales. Et donc on a procédé à faire des postiches qui approchait cette notion des masques. Et ce n'est pas que je ne voulais pas les masques, je voulais expérimenter aussi avec les acteurs quelle est cette fonction et ces fusions qu'il y a entre les masques et l'acteur une fois qu'il enlève son masque. Parce qu'on est comme dans une certaine absence, on est comme on dit, un enfant qui n'a pas de parents. Orphelin, merci. On est orphelin de quelque chose, on est orphelin d'un esprit. Et on a tendance à vouloir aller chercher ces masques parce que les masques nous appellent. Alors, donc, il y a un effet magique. Et quand je dis magique, c'est assez chamanique. Parce qu'on a besoin d'être à côté de cet esprit. C'est Joseph Campbell, ce grand mythologue américain qui disait que le masque, c'est le visage de Dieu. Il y a quelque chose de sacré. Je rebondis sur ce que tu dis sur le visage de Dieu. Et ça me fait penser, au fond, quand tu dis le masque révèle, c'est tout à fait exact. Mais je pense, peut-être parce que je sors de ces recherches sur le masque grec, juste se redire quand, tu sais, en Grèce, il y a un terme qui s'appelle prosopone. Parce que chez nous, il y a le visage et le masque. Il y a le visage de l'acteur et le masque du personnage. Mais pas pour les Grecs.
dans notre histoire du théâtre, le prosopone, c'est le même nom, le même terme linguistique qui désigne le visage et la face du masque, la face qui est devant les yeux d'autrui. Le mot à mot, c'est devant les yeux d'autrui. C'est important pour nous parce qu'on vient d'une tradition, la Grèce, dans laquelle le masque, le prosopone, n'est pas lié à la dissimulation. Comme le terme masque, on se dit, on se dissimule derrière un masque. Ces données-là sont liées à une culture du monothéisme, du christianisme qui nous colle à la peau. Mais dans la Grèce antique, dans cette ère du polythéisme grec, le masque n'était pas une dissimulation. Il était justement ce qui révèle, ce qui est devant, ce qui se montre. Et le Dionysos, puisque parler du dieu, le masque de Dionysos était au cœur de la Timélée, c'est-à-dire l'autel dans lequel on dansait. Le visage du dieu était présent dans le masque. C'est le lieu de l'apparition, au fond, le masque. Et cette donnée-là, je crois, pour nous autres acteurs, c'est une chose très importante de savoir que le masque, il a un effet pour le spectateur, un effet projectif, mais il a un effet aussi vers l'intérieur de l'acteur. C'est-à-dire, il cherche à révéler ce qui est dedans pour le mettre dehors, ce phénomène-là. Je pense que c'est peut-être ce qui est si fascinant dans cet outil-là. Qu'en penses-tu ? Totalement. Aussi, on ne peut pas faire abstraction, je ne peux pas faire abstraction lorsqu'il s'agit des masques. Ce n'est pas une question esthétique. Bien sûr que ça amène une esthétique. Mais avant l'esthétique, il y a une éthique. Il y a une sorte de logique aussi. Et l'acteur doit vivre une transformation pour nous. Doit vivre une révélation de lui-même. C'est cette bestialité que j'appelle souvent qui surgit de lui, qu'il ne connaît pas et qu'on nous apprend dans la société, à l'école, la religion, qui nous enseigne, qui nous apprend à maîtriser, peut-être à réduire ou à encadrer. L'acteur, quand il est dans cet état, il arrive à un état d'explosion de ce concept qu'il a de lui-même. Donc, cette révélation est nécessaire pour le théâtre. Le théâtre est un rituel. Nous, ici, et comme d'ailleurs au Théâtre du Soleil, d'où j'ai un certain ADN, je ne peux pas le nier. J'ai passé quelques années à la cartoucherie au Théâtre de l'Épée des Bois. Je vous ai vu travailler pendant des années. On ne s'est jamais quitté. D'ailleurs, ils sont venus nous rendre visite il y a quelques années, vous vous rappelez bien. Et j'ai vu et j'ai assisté à... Quand je t'ai vu Guy sur scène, Guy, il jouait dans Norodom Sihanouk, le roi des Cambodge, l'esprit, la mort. Et c'est le roi mort. Et c'est la première fois que j'ai vu un masque rituel sur une scène contemporaine. Et pour moi, j'ai trouvé tout de suite les liens d'un chemin que je devais faire. C'était d'aller en Orient, d'aller chercher ce que Ariane nous avait parlé dans les stages que j'ai faits, des masques balinaises. Donc, je suis allé à Bali, rencontrer un des plus grands maîtres, si ce n'est le plus grand maître, Imade Jimad, fabricant avec sa famille, et je suis allé m'entraîner, danser avec eux avec une rigueur extrême. Après, j'ai eu la chance, en fait, je suis allé chercher ces cultures où les masques, en fait, où le théâtre n'est pas appelé théâtre. Le théâtre est un rituel. En Inde, j'ai pu assister pendant des nuits entières, des journées entières à des cérémonies, danser, où il n'y a pas de masques tout le temps, mais il y a de maquillage. Je ne sais plus qui a développé ce terme, les masquillages. C'est toi, Guy, qui est très juste, les masquillages. Le masque qui est fait avec du maquillage, avec des postiches. Donc, et après, j'ai eu la chance, la curiosité, d'aller chercher ce que c'était que le théâtre no au Japon. Donc, je suis allé chercher dans les traditions. Car le théâtre ne peut pas être délié à la notion de la tradition, de la transmission, de la continuité.
Je voudrais rebondir sur cette idée de tradition. Ensuite, je passerai la parole. Juste parce qu'une chose qui est particulière à ton travail, c'est la grande connaissance des traditions masquées. J'ai parlé du théâtre grec. Brièvement, évidemment, on va parler de cette autre tradition dans le théâtre occidental, de la commedia dell'arte, surtout que tu as parlé de bestialité, d'animalité. Je pense que le masque, malgré quand même l'ostracisme, le fait de l'avoir rejeté pendant des siècles, d'avoir tenté de le rejeter, en tout cas par les pères de l'Église, de s'être acharné contre ce que représentait le masque. À vrai dire, qu'est-ce que ça représentait, si ce n'est la pluralité. Le masque grec, c'est une idée au fond, de métamorphose, de faire confiance au fait que le masque est un briseur de frontières. Le masque de Dionysos, patron des masques, c'est tout ce qui enlève les limites et nos propres identités. Au fond, le masque les fait voler en éclats. Avec le masque, vous faites voler en éclats immédiatement dès que vous le mettez. C'est ça qui est génial pour un jeune acteur. Les différences de sexe, les différences d'âge, les différences sociales. Et quand bien même aussi, on peut aussi jouer sous un masque toute forme d'esprit. Tu disais jouer un mort, comme j'ai pu le faire au Théâtre du Soleil. Donc, au fond, c'est cette pluralité que nous interrogeons aussi dans le masque, les pluralités multiples qu'offre le masque. Mais avec la commedia dell'arte, il y a cette donnée qui apparaît très, très fortement, c'est le corps qui n'est plus cet élément banni, ce rejet du corps de notre culture. Avec la commedia dell'arte, le masque le réintroduit au devant de la scène. Cette donnée-là, je crois, est très importante dans le théâtre actuel. Mais ma question est un peu liée par rapport aux traditions. Tu as une grande connaissance des traditions orientales, connaissance des masques occidentaux. Et sur la commedia dell'arte, on aurait pu se dire qu'avec Molière, qu'avec cette tradition, bon, quand même, Molière était héritier de ce qui s'est inventé au XVIe. Lui-même, en tant qu'acteur, est passé par cette formation-là, du masque d'Arlequin, du Sganarelle, du Pantalone. Mais dans ton travail, j'ai l'impression, tu vas nous le dire, que l'hybridation est toujours au cœur de ta création. Au fond, je vais voir dans quelques heures une deuxième version de Les Fourberies de Scapin, puisque je ne l'ai pas découvert encore, je connais que la première version, et je m'attends à des nouveautés. Je m'attends chez toi chaque fois d'avoir une nouvelle manière d'explorer ce qu'on appelle le masque dans ses diverses variétés. Est-ce que je me trompe en disant que tu n'es pas fidèle à une tradition de la commedia dell'arte, mais que pour toi, au fond, c'est simplement une manière d'impulser une forte théâtralité chez l'acteur? C'est vrai qu'il y a un grand malentendu. J'ai lu dans les journaux, j'entends parler ou je lis des choses que les gens manifestent sur notre travail, et immédiatement on parle de la commedia dell'arte. Omar Porras fait de la commedia dell'arte. Oh, que j'aime la commedia dell'arte. J'ai eu la chance de voir travailler de près Streller, et j'ai vu à 2 reprises ce fameux Arlequin ballet de 2 mètres, sublime, peut-être un des chefs-d'œuvre de ces derniers siècles au théâtre. Et j'ai vu Dario Fo le faire, parler de ça. J'ai eu la chance de voir d'autres grands maîtres et voir Jacques Lecoq travailler et être proche de lui au travail avec les masques. Mais ce n'est pas la commedia dell'arte. Évidemment que lorsqu'on monte un Scapin, on parle d'Arlequin, on parle de Sganarelle, on parle de Catalinon, qui est l'équivalent de Sganarelle dans la comédie espagnole, du siècle d'or espagnol. Et tout ça, c'est une tradition d'Arlequin. Mais j'en parle très peu de ça parce que j'ai fait des ateliers, j'ai travaillé les masques de la commedia dell'arte.
Mais je trouve que ça crée des malentendus parce qu'on parle que d'une codification et qu'un arlequin doit se jouer comme ci, comme ça, qu'un pantalon a une certaine codification. C'est vrai et c'est important de garder cette codification. Mais ce que je cherche avec l'acteur, c'est qu'il trouve son personnage à lui. Vous allez voir, par exemple, si vous regardez Jojo, Lola, un des personnages qui ne sont pas dans la pièce de Fourberie, mais c'est des acteurs qui ont créé des rôles parallèles, ou bien, par exemple, le rôle de Octave. Octave, il n'est pas masqué. Et cet acteur qui a repris le spectacle, c'est un jeune élève qui sort de l'école de Serge Martin, grande école de théâtre ici en Suisse, grand maître, le plus grand maître que je connaisse ici de théâtre en Suisse. D'ailleurs, il me semble qu'il y a des enseignants de cette école qui sont ici présents, Thierry. Et non, je parlais d'Octave. Octave, il a créé ses rôles à partir de certains codes ou techniques plutôt que des codes que j'ai vus en Indonésie pour créer un masque sans avoir un masque. Donc l'éthique des personnages, sa manière de respirer, car un personnage, il a sa manière de respirer, il a sa manière de regarder, sa manière de parler, sa manière de bouger, il a des tics. Toute cette information est loin de ce qu'on dit que c'est de la commedia dell'arte. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est plutôt toute cette chaîne d'exercices que j'ai pu additionner avec toute cette expérience en ayant vu des danses africaines qui sont arrivées en Amérique latine et qui font partie de notre tradition folklorique et rituelle dans le Pacifique colombien, dans l'Amazonie. Toute cette information, et tu as utilisé les termes justes, le théâtre que nous faisons ici avec le théâtre Malandro, c'est une hybridation, c'est une constellation des cultures qui sont rassemblées. Peut-être qu'on peut enchaîner justement sur, par rapport à cette hybridation, par rapport à ce mixage, ce travail à partir de différentes sources. C'est quelque chose qui est bien sûr dans l'ADN aussi du Théâtre du Soleil. Peut-être que Sébastien peut parler de la façon dont au Théâtre du Soleil, puisque vous savez, qui a vu une chambre en Inde de Lausanne ? Voilà, c'est-à-dire on a eu cette possibilité quand même extraordinaire grâce au TKM de voir une chambre en Inde pour quoi, il y avait 21 représentations, 21 représentations pendant un mois, c'était un challenge incroyable. Mais du coup, vous n'avez peut-être pas encore vu l'île d'Or. Qui est-ce qui a vu l'île d'Or ? Une. Donc, vous allez avoir la chance, les autres, tous, les jeunes bisontins, on y va le 11 décembre depuis Besançon, mais les Lausannois aussi doivent pouvoir monter dans un train et s'offrir un week-end prochainement à Paris au Théâtre du Soleil pour voir l'île d'Or qui reprend la date. On reprend le 11 décembre jusqu'à fin mars, normalement. 11 décembre, on va être le premier soir, c'est formidable. Il n'y a pas de prétexte. 11 décembre jusqu'à fin mars. Voilà, donc c'est la nouvelle création et voilà. Peut-être tu peux à la fois répondre à cette question de l'hybridation par le masque et puis en même temps... Bonjour à tous, je suis un peu intimidé d'être là devant quand même des personnes très érudites. À l'impromptu. Ce que je ne suis pas du tout. Quelle modestie. Non, je n'ai pas la culture qu'ils ont, je n'ai pas la culture aussi du masque qu'ils ont, même si au Théâtre du Soleil, le masque est très très important. Nous travaillons encore dans les stages avec les masques de la Commedia dell'arte, ou les masques balinais, ou les masques japonais. Ils sont moins présents maintenant, parce que le travail du Théâtre du Soleil a changé au cours des années, où on s'est rapproché. Je dis pas qu'on a perdu la forme, on l'a pas perdu du tout justement, mais on s'est rapproché, je dirais pas non plus du réalisme, mais de une autre vérité. On est moins expansif qu'avant. Il y a quelque chose qui s'est plus rapproché, voilà, de presque des petits instants de la vie et de la transposition limite entre la vie et le théâtre, ce qui fait que le masque a changé, a disparu.
Le maquillage, comme tu en parlais, est quelque chose par contre de devenu très important et pour moi il est très important puisque le maquillage permet de devenir quelqu'un d'autre, permet de se transformer. Nous en utilisons beaucoup au Théâtre du Soleil parce que ça permet de changer complètement le visage et si le visage change, le corps va changer. Et actuellement sur l'île d'Or, nous avons récupéré le masque puisque le spectacle se passe quelque part dans un autre pays et nous avions besoin de masques pour celui-ci, sauf que ce sont des masques presque comme des secondes peaux puisqu'ils sont faits avec des simples collants de dames, comme nous l'avions déjà utilisé sur Tambour sur la digue à l'époque. Peut-être que certains d'entre vous ont vu Tambour sur la digue. Donc nous avions récupéré cette méthode des masques collants pour les personnages. Donc c'est comme il y a moins de maquillage, on doit quand même se maquiller dessous, mais le masque permet de transformer le visage pour le rendre différent. Et c'est ça qui est... et donc voilà, et c'est le fait de se transformer, on est obligé de toute façon de devenir quelqu'un d'autre. Je veux rebondir sur tout ce qu'ils ont dit parce que c'est très intéressant aussi par rapport à ma pratique du masque, parce que justement je l'ai très peu pratiqué au Théâtre du Soleil. Parce que, voilà, c'est quelque chose qui me fait encore peur. Je crois que la sacralité, où il y a quelque chose comme ça dans le rituel du masque, alors que pourtant on a beaucoup de rituels au Théâtre du Soleil, mais voilà, dans ma pratique personnelle, le masque est encore quelque chose que j'ai du mal à appréhender, sauf que on parlait de bestialité, ce genre de choses, et comme les jeunes avec qui j'ai travaillé, qui sont derrière, pourront témoigner, j'ai développé autre chose, c'est-à-dire que je ne peux pas travailler sans mon visage, sans transformer mon visage, même sans maquillage. Je sais qu'il y a des personnages, il suffisait que je recule ma mâchoire pour être quelqu'un d'autre parce que ça me donnait une autre voix. Et passer par transformer le visage me permettait de transformer mon corps et donc d'être finalement toujours masqué. D'être toujours masqué. Et je n'ai pas de masque concret, physique, mais je suis, dans ma pratique au Théâtre du Soleil, je suis masqué. Et c'est un travail que je continue maintenant avec les élèves, où je travaille énormément justement sur le monstre, sur la bestialité, sur les trolls, les gnomes, ces êtres difformes, différents. Parce que je me suis rendu compte qu'en étant différent, on acquérait enfin une certaine humanité. Quand je demande à un jeune homme, un comédien, de devenir un troll, et que ce troll soit amoureux, la vérité de l'amour qui se dégage de ce troll est tellement plus puissante que si je lui avais demandé d'être juste lui, avec un peu de corps, de devenir amoureux, et je n'arrive jamais à avoir cette force-là, cette puissance, cette animosité, cette bestialité, cet animal en lui, qui fait ressortir le vrai amour. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'après, je les décolore, ces jeunes comédiens. Je leur demande d'enlever petit à petit, en commençant par le bas, d'enlever l'animal, le troll en eux, pour garder juste le visage, et après même de l'enlever et de garder juste en les yeux, et à l'intérieur d'eux, le troll, voilà, le monstre. Et c'est très très intéressant parce que ce monstre est, même s'il n'est plus là, il est à l'intérieur et il est toujours présent, et ça leur permet, eux, d'atteindre des états, des choses dont ils n'avaient pas eu conscience quand ils étaient juste un comédien qui essaye de trouver un personnage, essaye de trouver un rôle, mais en passant par le monstre, il y arrivait beaucoup plus aisément et ça lui donnait des images très très belles. Ce qui est très intéressant, c'est que quand je leur posais la question dans des exercices, dans des aventures où je les ai amenés avec ces personnages, c'est de me décrire leur troll. Et ils étaient capables de me décrire leur troll, comment ils se voyaient. C'est-à-dire qu'ils voyaient leur masque invisible qui était projeté devant eux. Ils se voyaient eux-mêmes avec leur propre masque. Voilà. C'est vrai que ça m'intéresse beaucoup. Peut-être qu'Omar peut rebondir sur cette question. Comment est-ce que peut-être que le masque, à l'ère de l'Anthropocène, on parle beaucoup de ce que nous traversons aujourd'hui, le masque dit quelque chose d'extrêmement profond,
par rapport à notre humanité, justement, qui est une humanité, une animalité. On est des animaux, comme les autres animaux. On est les cousins de d'autres bêtes sur la planète. Et on a usurpé la place, on prend trop de place par rapport à nos cousins. Et c'est vrai que le masque est un révélateur de cette animalité. C'est comme s'il recentrait les choses, finalement. Peut-être que justement, on peut passer vers le monstre, passer par la question du troll ou du monstre, c'est du monstre, le monstre c'est monstrum, monstrare c'est exposé, c'est ce qui est révélé. C'est révélé. Hein. Et je crois qu'il y a quelque chose de très fort aussi du côté du masque comme révélateur de notre animalité, humanité. Oui, alors c'est une question qui nous concerne à tous et pas seulement qu'aux gens du théâtre. Je pense que, comme le disait Aurélien Barraud, quelque part, ces philosophes très engagés dans l'écologie, il disait « Nous ne vivons plus une époque, nous vivons dans un délai ». Et je pense que le fait de défendre, de protéger, de manifester, de faire exister le masque, hein, c'est une manière c'est un retour passif, amical, à cet endroit d'où nous venons, que nous sommes en train d'oublier. Notre arrogance d'anthropocène nous a éloignés. Et je dirais, avec tout respect, nous ne sommes pas cousins des animaux ni des arbres, nous sommes frères. Car nous vivons tous, je l'ai dit souvent, nous vivons tous le même lait. L'arbre boit le même lait que l'animal, que la vache, que le mouton, que l'oiseau. Et nous vivons, nous aussi, le même lait, c'est l'eau, la vie qui nous donne, car nous avons tous la même mère, la Pachamama, la mère terre. Donc, et nous sommes à la fois, le masque montre ça, à quel point nous avons une écorce. Nous avons aussi des cornes, nous avons aussi des griffes, nous avons aussi des ailes. Il y a une phrase qui me vient à l'esprit, c'est cette image que Federico Garcia Lorca disait à l'époque, que dans ce théâtre bourgeois où on laissait à l'accueil, au vestiaire, tous les fourrures, le théâtre doit avoir cette puissance tellement forte que ces fourrures devront prendre la vie et partir de nouveau dans la forêt. Donc cette image m'accompagne et c'est ce que je demande aux acteurs, de rompre cette barrière, ces limites, tu parlais des limites, de rompre ces limites qui nous ont enfermés et qu'aujourd'hui, mon Dieu que c'est terrible, ça m'atterre, que dans les écoles de théâtre, on a banni le masque. Il y a des écoles où les élèves sortent des écoles 3 ans après sans avoir eu accès au masque. C'est comme apprendre la danse à quelqu'un sans musique. Pourquoi pas? Ou sans avoir accès à Molière non plus. Et pareil, nous avons des gens et des directions des écoles qui prégonent que les textes classiques, c'est trop vieillot parce que c'est sexiste, c'est machiste, c'est raciste. Mais mon Dieu, mais où allons-nous? Donc ce théâtre est un territoire et je m'identifie au Théâtre du Soleil, à la Cartoucherie, où il y a des gens et d'autres théâtres qui défendent. En fait, nous sommes un territoire fertile encore et un territoire de résistance face à cette guerre émotionnelle entre les forces de la création et les forces de la destruction, comme dit Glenn Albrecht, ce philosophe australien. Nous sommes en guerre contre ces forces de destruction qui vont contre la créativité. La créativité, elle est en nous tous. Elle n'est pas que chez les artistes. Donc je le sens que lorsque les spectateurs voient un spectacle fort, dont se sont trahis
avec une éthique profonde des liens sociaux et politiques, ce théâtre nous parle. Mais il y en a des grands auteurs contemporains, oui, il y en a des grands auteurs contemporains. Mais qu'allons-nous faire d'Euripide, qu'allons-nous faire de toute cette chaîne de connaissances qui, grâce au théâtre, nous a rassemblés, nous rassemble encore aujourd'hui? J'ai dit souvent, le théâtre est un des derniers endroits qui restent dans notre société où a lieu la communion, la commune union, les rassemblements, la concentration, l'écoute, ce rituel d'attendre avec la famille, avec les enfants, avec les grands-parents, qu'on nous raconte ce que Racine pensait autrefois, ce qu'Euripide disait. Donc, oui, aussi, ça devient de plus en plus pour moi, un acte de résistance. Donc, un théâtre, comme le dit Ariane Mouchkine, un théâtre doit être aussi une école. Une école, mais pas dans le sens qu'on va former des acteurs en 3 zones. Une école d'une société, une école d'un public, une école d'une société qui réfléchit à quel point il est nécessaire et important de préserver la richesse, notre patrimoine de la tradition. Wade Davis, l'anthropologue, dit que chaque fois qu'il y a une langue qui disparaît, car il y a des langues qui disparaissent tous les jours en Polynésie, en Amazonie, sur la cordillère des Andes, chaque jour, chaque fois qu'il y a une langue qui disparaît, c'est un maillon de la connaissance de l'humanité qui se perd, de la chaîne de la connaissance. Et le théâtre doit être vu et vécu comme ces maillons qui relient des générations, qui relient la pensée, qui relient la réflexion, qui relient le simple acte du geste. Un geste est important. Un geste d'un acteur, c'est une inscription qui reste peut-être éphémère, mais qui reste gravée dans l'inconscient du spectateur. Je disais le dimanche dernier, quand il y avait ce grand psychanalyste français Hans Hermet, on avait une discussion, j'ai décrit comment je vois le théâtre. L'acteur, tu parlais du corps qui se transforme, le visage qui se transforme, j'ai dit que l'acteur est un pinceau. Et ce pinceau, quand il est maîtrisé, et qu'il inscrit un geste dans l'espace théâtral qui est la feuille, il crée un idéogramme. Et cet idéogramme reste imprégné dans l'esprit, dans le cœur du spectateur. Parce que vous gardez un souvenir, il y a quelque chose, cet acteur, hein, c'est pas seulement ce qu'il a dit, mais c'est ce qu'il a fait aussi. Et c'est ce qu'il a transmis, c'est ce qu'il a fait ressentir à la personne qui ne l'oubliera jamais en face de lui. Et les acteurs, qu'est-ce que sont? Moi, j'ai un respect, j'ai une vénération pour les acteurs. On ne peut pas faire du théâtre si on n'aime pas les acteurs. Pourquoi? Parce que les acteurs, c'est des gens audacieux. La vie d'un acteur n'est pas facile. Ou qu'on me dise le contraire. Ça va, nous sommes ici en Suisse, tout va très bien, mais c'est difficile. Un peu plus loin, à quelques kilomètres, si on traverse les lacs, c'est déjà beaucoup plus difficile. Et si on va plus loin, c'est difficile. Allons en Colombie, au Maroc, allons en Inde pour voir qu'est-ce que c'est la vie d'un acteur. Mais ces acteurs, ils s'accomplissent une fonction de transmission, c'est des guérisseurs. Car j'entends dans les toilettes, ici, au foyer, là-bas, au bar, à la fin d'un spectacle, les gens se disent « Oh, que ça fait du bien !» Eh bien, si ça fait du bien, c'est comme l'ostéopathe qui vous fait du bien, comme vous avez bobo au dos. C'est comme quand vous allez chez les médecins qui vous donnent une aspirine et que vous dites « Ah, ça fait du bien ». Sauf qu'ici, on ne vous donne pas des médicaments. C'est une maison de médecine, le théâtre. Mais on vous donne de l'amour, on vous donne de la tendresse, on vous donne quelque chose qui est construit avec des semaines et des semaines et des semaines de répétitions, avec une Ariane Mouchkine devant qui n'est pas facile, qui exige, qui est dur et qui nous amène et qui nous fait rendre fous. Ou un Omar Porras qui est beaucoup plus gentil. Non.
Et quand on parle, quand on entend, et je parle aux jeunes qui sont aussi qui veulent faire et qui font du théâtre, qui commencent à faire du théâtre, le théâtre n'est pas facile. Et si vous voulez faire du théâtre, on est des gens devant vous qui vous passent la main dans les poils, dans le sens du poil, et qui disent ah oui chérie, tout va bien, t'es magnifique, et tout ça, et qui nous invitent et qui nous donnent la possibilité de rester dans la commodité qui devient la médiocrité, et ben non, comme ça on ne construit pas une société. Et les acteurs, donc je vous invite, et je sais que quand vous venez ici, c'est parce que vous voulez voir des acteurs sur scène, mais des acteurs qui font un rituel. Et ces acteurs, il faut les accompagner. Et quand vous allez au théâtre, c'est une manifestation d'amour que vous faites. Ce n'est pas que les billets que vous achetez qui nous aident, c'est votre présence. C'est parce que vous croyez en eux, parce que vous croyez en ce qu'ils racontent. Parfois, on n'est pas bien, parfois on est pire, parfois on n'arrive pas, mais il y a des instants de magie qui surgissent, et cette magie, vous ne la trouvez pas dans des sacs en plastique à la Migros. Regardez que c'est beau! Je viens d'arriver de Colombie, 1984. Le lendemain, j'apprends qu'il y a Ariane Mouchkine qui fait un spectacle. Je cours, j'arrive en retard, je tombe devant elle, elle me donne la main, elle me dit « Chérie, qu'est-ce qui t'arrive ?» Et puis, tu ne parles pas français, viens, rentre. Elle m'accueille et je vois quelque chose qui m'a émerveillé, qui m'a marqué à vie. Le Théâtre du Soleil. Et aujourd'hui, merci Brigitte de les avoir invités, ces grands deux acteurs, parce que là, il y a, voilà la transmission. Ce que tu m'as donné quand tu étais sur scène, tu ne le savais pas, mais tu t'es gravé dans mon cœur, dans mon esprit, quand je t'ai vu chanter, parce que les acteurs au soleil, ils ne parlent pas, ils chantent. C'est grandiose, c'est des êtres extraordinaires. On voit sur scène des divinités, et là, ça m'a marqué. Et quand j'y vais au théâtre aujourd'hui, et qu'il y a Sébastien qui m'accueille, je suis tout fier. Je dis, il y a un acteur du Théâtre du Soleil, j'ai des frissons qui m'accueillent. C'est très intéressant ce qu'il dit, parce qu'il a été touché par Guy Freixe, et moi, quelques années après, avant même d'entendre parler du Théâtre du Soleil, j'étais touché par Omar, parce que je l'avais vu à Lyon, et j'ai dit ça, c'est du théâtre. Enfin, je voyais du théâtre, et j'avais pris une claque dans la figure, mais je dis, mais si je veux faire du théâtre, parce que je n'en faisais pas encore, c'est ce théâtre-là que je veux faire. Et c'est grâce à lui, tu vois, comment, tac, 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 comme ça. Très intéressant, et pour revenir à la même origine, et avec, tu parlais de théâtre comme des sanctuaires, et avec ce monde actuellement, on veut nous brider, on veut nous interdire de faire telle chose, on n'a pas le droit de parler de telle chose, parce que ce n'est pas à nous d'en parler. Non, les théâtres doivent être justement ces bibliothèques en scène doivent être la bibliothèque d'Alexandrie qui regroupe toutes les formes de théâtre, tous les arts en un lieu, en 150, en 1000 lieux, mais tous les théâtres sont là pour que justement ça ne se perde pas. Donc on ne peut pas nous interdire de faire du théâtre japonais si on n'est pas japonais, on ne peut pas nous interdire de faire du théâtre indien si on n'est pas indien, mais on peut prendre tout ce qu'on peut prendre pour devenir des bibliothèques, des lieux où ces choses-là resteront, où ces arts resteront. Voilà. Si on arrive là, je devrais prendre ma valise et retourner en Colombie, car je ne pourrai plus jouer le rôle de Claire Zahanassian, une femme prostituée, riche, colombien. Moi, non, on va, ça fait peur. En fait, non, ça ne me fait pas peur. Ça me donne encore beaucoup plus la rage de continuer l'envie. Sont saines, mais la meilleure manière de répondre à ça, c'est avec un poème. Et tous les soirs, il y a un poème ici qu'on a écrit pour vous. Un beau poème. C'est vrai que je pense que si on se recentre sur la question du masque, il y a cette question de l'éveil. Parce que le théâtre est un lieu d'éveil. On est très brechtien dans notre façon d'appréhender le théâtre ici. Le théâtre, ça doit être aussi un endroit de transformation. On ne sortira pas indemne. Sachez que si vous franchissez cette porte tout à l'heure, vous ne sortirez pas exactement le même ou la même que vous étiez cet après-midi. On est transformé. Il y a un vrai changement qui s'opère.
Et peut-être que cet éveil, cet éveil au monde, cet éveil à la réflexion, cet éveil à la sensibilité, elle passe aussi par ce canal, enfin elle est aussi... c'est peut-être un éveil qui est hyperbolique de par le travail du masque qui éveille le corps. Même si vous avez des bas de femmes sur le visage, vous avez quand même les yeux dégagés. Et ces yeux, les yeux d'un acteur qui porte le masque, que ce soit un masque baliné, un masque de comédia, un masque de Freddy Porras, des bas, ça sera tout de suite des yeux qui vont s'ouvrir grand. Ça fait partie des consignes premières d'un maître de masque. Guy. Je pense que tu disais le théâtre, c'est le masque. Quelque part, dans le sens où le masque, concrètement, fait appel au corps, immédiatement au corps physique. Mais un corps qui n'est pas votre corps quotidien, votre corps de tous les jours. Le troll dont tu parlais, on pourrait l'étendre à tout le vivant. Et tu as évoqué Jacques Lecoq dans cette chaîne de filiation. S'il a été si important, c'est parce qu'il nous a enseigné le fait que ce n'est pas la personne privée de l'acteur qui importe, ce n'est pas son corps à lui, mais c'est la dimension fictionnelle, c'est-à-dire c'est l'art, c'est l'artifice dans cette dimension d'une convention d'un corps extra-quotidien qui doit être la dimension de cet objet d'art qu'est le masque. Quel qu'il soit, le masque, quand bien même après on peut en trouver certaines formes épurées ou quand bien même l'avoir à l'intérieur de soi. Mais au départ, le jeune acteur doit venir sur le plateau en sachant que dans ce lieu, ce n'est pas lui qui va se montrer, ce n'est pas le lieu de l'ego, c'est le lieu de l'altérité. C'est pour ça que Dionysos est le patron du théâtre. C'est parce que c'est le dieu de la métamorphose et de l'autre. Il y a quand même cette chose extraordinaire dans notre naissance du théâtre. En 472, avant Jésus-Christ, se jouent les Perses, première pièce qui nous est restée d'Échille. Mais alors, ce qui est quand même formidable, c'est qu'on ne vient pas par facilité au théâtre non plus, dans une position de confort pour se dire « nous, Grecs, avons vaincu la guerre, c'est nos héros qui… » Pas du tout. On vient pour s'ouvrir, attendrir son âme, son cœur sur les souffrances des autres, des vaincus, au cœur même d'Athènes, sous l'Acropole. C'est quand même les souffrances des Troyens qui sont pleurés dans le lieu de Dionysos. Dionysos est cet espace très particulier qui accueille l'autre en premier, l'étranger, qui lui donne sa place en tant qu'humain. Cette dimension-là est très importante dans le masque, parce que c'est cette révélation-là que porte le masque. Et Jacques Lecoq l'ouvrait à tout le vivant, comme on en a parlé, c'est-à-dire pas seulement l'autre humain, mais également être sensible. Et c'est pour ça que là je rejoins peut-être l'Anthropocène, cette sensibilité à tout ce qui vit, que le corps de l'acteur, le jeune acteur, doit pouvoir accueillir en lui ce qui est au-delà de lui, au-delà de l'humain. Évidemment les animaux, mais au-delà des animaux, évidemment l'arbre, évidemment la mer, évidemment le vent, tous les dynamismes de la vie par son corps, pas intellectuellement. Il doit du coup éveiller un corps imaginatif. Qu'en penses-tu, Omar ? Toi qui as aussi fréquenté Jacques Lecoq. C'est une question très, très vaste, c'est une réflexion que nous n'arrêtons pas de faire lorsque nous touchons le plateau. Car lorsqu'on touche le plateau, je donne toujours cet exemple, laisse dehors ton ordinaire. Du moment que tu touches le plateau, tu es dans un lieu extraordinaire. Si tu n'y crois pas que tu es extraordinaire, si tu ne veux pas être extraordinaire, tu ne peux pas faire du théâtre parce qu'avec un esprit ordinaire, on a plus de difficultés à convoquer la magie, cette force qui nous traverse. On peut appeler ça le talent, l'inspiration, le duende, comme on veut. Mais pour que cette chose-là
ait lieu, il faut que l'ordinaire reste à l'extérieur. J'ai entendu, et pas plus loin, pas plus tard qu'hier à la télévision, avant-hier, que non, que les acteurs ne veulent plus jouer des textes anciens parce que je ne veux pas jouer ce que je ne suis pas. Alors, donc, mais quel intérêt vous avez de venir voir ici, écouter mes petits problèmes à moi, les miens, hein, à venir me voir prendre une douche devant vous, me laver les dents devant vous et faire d'autres choses beaucoup plus désagréables devant vous. Si ce n'est pas de rentrer dans cette... C'est très beau que tu nous racontes ça. Oui, c'est ce qui s'est passé avec Échille. Raconter les Troyens, c'est raconter l'autre, raconter celui qui a priori est mon ennemi ou qui voit les choses différemment. Et c'est ça la magie du théâtre, c'est l'art de jouer, comme disait Ariane Mouchkine, l'art de jouer l'autre. Quand elle répondait à ces questions sur dans l'affaire, dans cette bêtise de Kanata, le spectacle de Robert Lepage, car des communautés se sont révoltées pour que les acteurs du Soleil ne jouent pas les Amérindiens. Mon Dieu, c'est fini, on veut nous interdire maintenant ce rituel. On nous a interdit en Amérique latine, quand la colonie est arrivée il y a 400 ans, on nous a interdit tous les rituels qui étaient des rituels qui existaient depuis des milliers d'années, que c'était des rituels qui appartenaient à des liens c'était la médecine ancestrale, tous ces rituels. Et ce qui nous reste aujourd'hui, c'est pour ça, et je l'ai dit et je le revendique, le théâtre est une maison de médecine. Et je répète, l'acteur est un guérisseur. L'acteur, il fait du bien. Parce que si lui-même, il ne se fait pas du bien, l'acteur est un être extrêmement discipliné. Oui, on voit parfois des coups. Ce n'est pas rater la cible. Oui, parfois on a des comportements, on se laisse prendre par la colère, par tout ce que nous avons tous en nous. Mais c'est l'acteur, il a la capacité de se préparer, de prendre tous ces états et les transformer et faire de toute cette laideur que nous avons en nous, de faire de ça un poème, de les rendre beaux. Et les masques, j'insiste, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire du théâtre sans masque, mais on ne peut pas s'oublier les masques. Comme tu disais, au soleil, vous ne êtes pas éloigné des masques. D'ailleurs, je pense que Erard Stiefel, il a son atelier toujours à côté du soleil. Les masques, elles sont toujours présentes. Et on a besoin de passer par ces filtres. Mais c'est un filtre de l'esprit. Et si l'esprit n'est pas prêt, le corps ne va pas répondre. Le corps de l'acteur qui joue masqué, c'est le corps d'un pentathlète, comme le disait Nietzsche dans La naissance de la tragédie. Donc, je vous invite à regarder ce que c'est qu'un acteur. Parce qu'en plus, comme l'anecdote, un jour, j'ai monté la rue de la Servette quand j'ai habité à Genève. Il était très tard. Il y a une dame qui monte avec son vélo. Elle poussait son vélo. Et puis, monsieur Porras, oui, on est voisins. Bonjour. Je vois vos spectacles depuis des années. Mais dites-moi une chose. Qu'est-ce que vous faites pendant la journée ? Pendant la journée, on va cultiver, cueillir, chasser. On va rêver, on va lire, on va faire des dossiers. On va prier pour que la subvention arrive. On va faire des rituels pour que le public vienne, pour que le public ne nous oublie pas, pour que le public ne sorte pas du spectacle en se disant cette banalité. Tu as aimé ou tu n'as pas aimé ? On ne peut pas avoir un rituel comme ça juste avec une question pareille, si on a aimé ou pas aimé. Un jour, un élève m'a demandé devant un groupe de professionnels, et j'étais spectateur dans un spectacle, il m'a dit, mais alors, monsieur Porras, comment vous avez aimé ? Et puis je lui ai dit, voilà, mon petit, la question qu'il ne faut pas poser. Je préfère qu'on me pose la question, qu'est-ce que j'ai senti ?
parce que nous sommes dans une culture que de la pensée. Bien sûr qu'il faut penser, la raison. Hein. En espagnol, el pensamiento, la pensée, el pensamiento. Mais les Amérindiens, quand on leur a appris le mot el pensamiento, ils disaient, mais attendez, mais pensamiento, piense, pense. Mais ils disaient el sentimiento, le sentir. Donc de là, le mot pensamiento. Penser, sentir, el pensamiento. Je pense, mais je sens. Et ce pensamiento, c'est quelque chose qu'on pourrait nous le signaler dans notre culture, dans les écoles, dans les universités, apprendre à sentir. Et je pense que si le monde il est comme il est aujourd'hui, c'est parce qu'on a oublié les sentir. Sentir des choses merveilleuses. Pendant le confinement, un moment merveilleux, c'était ce moment quand on sortait tous applaudir. On applaudissait qui? Les infirmières, les infirmiers. On applaudissait la vie. Et on a oublié ça. Ça y est, on a vaincu, on a gagné contre la bête. On n'applaudit plus. C'est fini ce rituel. Et un jour, j'étais au balcon avec ma fille. Elle avait 22 ans à ce moment-là. Et puis, à la même heure, il y avait un groupe d'oiseaux qui passaient tous les jours et on les voyait. Et puis un jour, elle me dit, mais qu'est-ce qu'ils se diraient, qu'est-ce qu'ils doivent se dire maintenant qu'ils entendent ces applaudissements? Et moi, je lui ai répondu, je dis, ils doivent se dire, enfin, les imbéciles, ils ont remarqué que nous sommes là. C'était applaudir le ciel, c'est applaudir le vol de nos frères oiseaux, c'est applaudir cette beauté. Donc, pensamiento est quelque chose qui est important dans ce théâtre avec les acteurs. Est-ce que depuis la salle, il y a des envies aussi de réaction, des questions ou des remarques? Hein, c'est important que vous puissiez aussi participer. Oui. J'ai une question là. Puisque vous dites que le masque fait ressurgir la bestialité du comédien, à quel moment des répétitions vous intégrez le masque? J'imagine que c'est très tôt. Oui. Mais avant d'accéder au masque, en fait, je vous raconte très rapidement, nous ne travaillons pas, nous ne mettons pas ni des montres, ni des boucles d'oreilles, on laisse tout ce qui est ordinaire dehors, là-bas dans la loge. Et on rentre avec une tenue de travail. Et cette tenue de travail est pieds nus. Donc les acteurs, quand ils arrivent, ils nettoient le sol, bien qu'il est nettoyé par l'équipe technique, mais ils font son rituel de nettoyer l'espace où ils vont se coucher, ils vont se rouler par terre, ils vont peut-être embrasser, et peut-être leurs larmes, la sueur va tomber là, et c'est des offrandes. Donc on fait un rituel qui est un entraînement physique qui est assez exigeant, qui prépare le corps de l'acteur. Sa musculature, son habileté, toutes ces articulations, la voix. Brigitte Pro parlait de travailler les muscles des yeux. Hein. Quand j'y vais au Japon, les acteurs avec qui j'ai travaillé beaucoup du SPAC, chaque fois qu'ils me voient, ils disent « Mais wakete !» Ça veut dire en japonais « ouvre les yeux ». Et ouvrir les yeux, avoir les yeux bien ouverts, être vigilant. La vigilance, être capable de regarder partout. Donc, une fois que l'acteur a conscience de son outil, de son instrument, une fois qu'il l'a accordé, qu'il a préparé et qu'il n'est pas en lutte avec lui-même, avec son corps et avec l'espace, parce qu'aussi on fait un travail d'accessoire. Qu'est-ce que c'est l'objet? Comment approcher un objet? Comment toucher l'objet? Donc on crée une notion, on travaille beaucoup sur la notion de la compression de l'espace. L'espace doit être comprimé, ce n'est pas l'espace qui me comprime. Compression de l'espace, donc une notion d'articuler, de désarticuler tout mouvement. Donc c'est comme créer une ligne, mais cette ligne, on arrive à voir les points qui forment la ligne. Donc c'est un travail de détail. Pour ceux qui n'ont pas vu Escapin, regardez-les aussi avec ses yeux. Pour ceux qui l'ont déjà vu, revenez le voir. Il y a encore des places, pas beaucoup. Et donc c'est une préparation pour pouvoir accéder au masque. Parce que le corps ordinaire ne peut pas rentrer dans un masque.
Il n'y a rien de plus triste qu'un corps ordinaire qui met un masque comme on met un tissu, n'importe quoi. Il faut cette ritualisation. Hein. Eugenio Barba, le grand prêtre de l'anthropologie théâtrale, on peut le dire comme ça, il parle de la ritualisation que nous avons dans notre quotidien. Hein. Quand je vois Madame peigner sa longue chevelure, c'est un rituel magnifique à voir. Quand on se lave les dents, c'est un rituel. Quand on cire ses chaussures, si on les cire, c'est un rituel. C'est tous ces rituels qu'on essaye d'amplifier ici, au théâtre. Une fois que l'acteur est conscient que son corps est un instrument bien accordé, il va approcher les masques, chercher les masques et lui demander la permission. Est-ce que je peux y aller ? Ça peut paraître bizarre, ces mecs qui sont bizarres, oui, mais il faut lui demander la permission et on la regarde, on lui pose la question et quand on l'endosse, quand on la met, il y a les yeux qui s'ouvrent et la voix commence à changer. Et puis le corps commence à prendre une forme, voilà. Et puis après il commence à bouger, je ne sais pas, il commence à parler. Et puis l'autre qui est dehors commence à mais ça va, qu'est-ce que t'as? Et puis ça va, ça commence à changer. Il y a le corps qui a déjà rentré dans cette marmite qui l'a fondu et qui les fait de nouveau reprendre une autre forme. Et donc une fois que l'acteur rentre dans ce personnage, et ce n'est pas le cas, hein, il y a des acteurs qui souffrent pour rentrer dans un masque. Laurent Natrella, que vous allez voir dans Les Fourberies des Scapins, quand on a créé Pedro et les commandeurs à la Comédie Française, parce que Marcel Bossonnet, qui était le directeur, il connaissait mon travail, on jouait beaucoup à Paris, à l'époque au Théâtre de la Ville, et il m'a dit, Omar, viens faire retourner les masques à la Comédie Française. Depuis des années et des années, il n'y a pas eu les masques. Ah, quel honneur! Aller travailler avec les acteurs du roi. Et c'est des acteurs qui ont un défaut incroyable, c'est qu'ils sont trop efficaces. Ils sont tellement exercé son métier qu'ils sont trop efficaces. Donc, Laurent, quand il a commencé les improvisations, il raconte dans une interview qu'il a pleuré. À un moment donné, il a enlevé les masques, il voulait les jeter. Et j'ai dit, mais non, Laurent, vas-y. Et il a enduré. Et oui, il a souffert. Mais il n'y a pas de naissance, c'est un accouchement. C'est un accouchement. Et parfois, je dirais même plus douloureux parce que parfois, faire naître un personnage, c'est accoucher une ananas. C'est violent. Et nous, metteurs en scène, on souffre. Et l'équipe souffre parce qu'on les voit, on l'aperçoit. On dit, mais voici, on est en tension avec lui en train de le regarder, non? On souffre, on dit, voici. Et nous, assis, on commence à se dire, mais moi, je ferais comme ça, hein? Et pourquoi il n'a pas fait, pourquoi il ne le fait pas? Mais on nous demande de passer, et non, ça ne marche pas. Mais quand le personnage est né, quand il jaillit, c'est une révélation, c'est une épiphanie, c'est magique, et waouh! Et après, il n'y a pas de metteur en scène qui compte. Les personnages, il part et tout seul, il fait tout. Moi, j'ai des expériences avec des acteurs comme Johan Montpar, qui dirige aujourd'hui, qui s'est formé chez nous et qui dirige aujourd'hui le théâtre Amsterdam. 10 ou 11 ans plus tard, 10 années de travail, tous les jours, j'ai réussi à les diriger presque sans lui dire des mots. Moi, il suffisait que je lui fasse oui. Il comprenait, c'est comme un chef d'orchestre. Mais ce qui est important dans ce qu'il dit, c'est qu'il comprenait, même des fois sans, je pense, te regarder. C'est-à-dire que le personnage était toujours là, et il suffit d'un petit mot. C'est-à-dire que quand le personnage est là, on est tellement ouvert, on a tellement conscience de tout ce qui est là, de tout ce qui nous entoure,
qu'il suffit de, oui, un claquement de doigts pour comprendre, pour sentir ce que veut le metteur en scène. Tu l'as vécu aussi. C'est qu'il y a cet instant où voilà, il y a une espèce de présence tellement forte que le moindre petit signe, le moindre petite chose, ça se comprend tout de suite. Et on suit. Et il n'y a à aucun moment, quand on est comédien, car je le suis, j'ai vécu cette expérience de l'acteur, quand le personnage est là, il n'y a pas aucune notion de « je sais » ou de « je connais ». C'est quelque chose qui nous dépasse. Le personnage, il nous oriente. Cet ego de « je sais », je vais faire mieux. Mais quand on essaye de faire mieux ou de se la jouer, de « ça y est, j'ai conquis quelques territoires », les masques viennent et pac, il nous les fait payer très cher. Et là, le directeur, il dit « dehors ». Il n'y a pas de vie, ça n'existe pas. Nous avons tout au fond de la salle une comédienne que j'aime beaucoup, que j'admire, Peggy Diaz. Je ne vous dis pas parce qu'il y en a qui n'ont pas vu le spectacle. C'est un maître des masques. Hein. Elle enseigne aussi beaucoup et c'est fabuleux, c'est ce qu'elle arrive à produire. Et pareil, c'est une comédienne avec qui on travaille et puis je sens qu'elle me regarde. Parfois, elle vient chercher dans mes yeux un geste. Et puis, pourquoi tu ne m'as pas regardé? Qu'est-ce qui ne va pas? Ben, ça va, Peggy, tu veux que je te dise ce que je pense? J'avance comme ça veut dire que tout va bien. Et dans ces personnages, que ce soit un enfant ou une vieille ou un vieillard ou un monstre. Voilà, Peggy est tout derrière là-bas, tout discrète là-bas. C'est vrai que l'ego des masques est quand même aussi très très puissant. Je pense que tu t'es peut-être mieux en parler que moi, mais je trouve que les masques ont un ego justement. Ego, c'est ce que disait Omar, c'est-à-dire ils sont d'une grande exigence, c'est-à-dire c'est eux qui décident. Oui. Mais oui. C'est eux qui décident. C'est-à-dire que je ne sais pas moi, vous voulez jouer, prenez je ne sais pas quel texte, imaginons, je ne sais pas moi, Estragon, Vladimir de Beckett, vous voulez choisir un polyphénel, mais si vous le travaillez sans masque, vous pouvez vous avancer petit à petit vers le rôle, vous pouvez le laisser, vous construisez des étapes vers un personnage, mais le masque il est déjà là. Il ne s'agit pas de le laisser monter pendant plusieurs semaines de travail à la table. Une fois qu'il vous a dit oui, vous le prenez, vous rentrez dans ce qu'on appelle parfois la nuit du masque. Ça y est, vous regardez dans le miroir, c'est lui qui vous regarde. C'est plus vous qui le regardez, vous êtes regardé. Donc déjà, c'est lui qui dirige. Et à partir de là, il dirigera tout. C'est-à-dire que la personne qui voudra essayer Estragon, si c'est le masque polychinelle, il faut que ce soit polychinelle qui rentre. Et il faut que le texte se plie à lui dans ce cas-là. C'est là que parfois c'est bien complexe. Si vous mettez polychinelle dans Ibsen, ce sera polychinelle. Donc peut-être certains personnages d'Ibsen ne vont pas vouloir se plier à ça. C'est complexe le rapport du texte, en tout cas avec un masque, parce que le masque a cette exigence de tout plier à sa vie. C'est ce qui est à la fois magnifique, ça prend beaucoup d'humilité de l'acteur. Il doit du coup accepter de se laisser traverser. Humilité, oui. C'est ça qui est si difficile souvent. L'acteur qui veut de suite imposer ce qu'il sait faire, ou quoi. Le masque, il ne va pas vouloir. Et vous savez, il y a beaucoup de metteurs en scène, d'acteurs qui disent « je vais faire un spectacle masqué ». Et ils commandent le masque ou ils achètent les masques et commencent à faire le spectacle masqué. Je ne sais pas, c'est comme s'acheter une Porsche sans savoir conduire un vélo. C'est un peu risqué. Et beaucoup n'arrivent même pas à la faire démarrer. Et puis, après, il y a d'autres acteurs qui sont capables de traverser la scène avec un masque. Traverser la scène. C'est des milliers de kilomètres traverser une scène. Je me rappelle dans les stages avec Ariane que j'ai fait. Ariane, il suffit qu'on sorte une main
du rideau, et puis elle voit la main, ils sont tous dehors. Derrière, la main, le pied dehors. Ah, mais elles ne sont pas, si elles ne sont pas l'énergie qu'il y a derrière, parce qu'il y a une énergie. Et donc il y a des acteurs qui traversent la scène. Donc on peut voir des spectacles masqués, mais qui ne tiennent pas la route, parce que ça demande une énergie, je répète, c'est des pentathlètes. Après, j'ai vu, alors vous qui connaissez bien l'histoire du masque, tes livres, je vous invite à lire le travail que Guy Frex a fait sur le travail des masques, surtout aux collègues des théâtres, à tous, mais bien sûr, c'est formidable. Et j'en apprends beaucoup. Chaque fois que j'ouvre n'importe où, j'apprends des choses nouvelles sur les masques. Je suis comment dire, un novice dans les masques, mais bien que seulement ça m'a fallu 40 ans de travail. Mais ce que je voulais dire, et peut-être je me trompe, mais on n'a pas vu en Europe, en tout cas moi, je pourrais citer 4 grands metteurs en scène qui ont fait des grands spectacles, des textes, des tragédies qui traversent 2, 3, 4 heures de spectacle masqué. Donc, si traverser la scène juste avec un masque, c'est déjà un exercice tellement puissant d'exister 10 secondes, 15 secondes, 1 minute, 2 minutes et faire tenir un personnage, c'est extrêmement exigeant. Alors maintenant, traverser un Don Juan, traverser Harlequin, ballet de 2 mètres de Goldoni, c'était Streller. Traverser L'Oiseau Vert, Benno Besson, Gozzi. Traverser Norodom Sihanouk ou les Shakespeare, Ariane Mouchkine. Après, peut-être j'oublie d'autres, mais je suis allé, j'y vais beaucoup au théâtre, je n'ai pas vu des épopées racontées avec des masques, à part les Ramayana qui est raconté par les Balinais, par les Indiens, ou les grands textes du No par les théâtres No. Mais ces acteurs qui traversent une épopée, qui traversent une histoire, il n'y en a pas des milliers. Il n'y en a pas non plus des centaines. Peut-être je me trompe. Mais ça, j'admire quand je vois un acteur qui tient 3 actes, 4 actes, qui tient un monologue masqué. Oh, c'est dit, mais qu'est-ce qu'il bouffe? Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il les nourrit? Quelle force les traverse? Et là, c'est là où on dit qu'il y a le sacré, le génie. Un génie, sans doute, qui lui a donné le ciel comme à Scapin. On ne va pas dévoiler tout de suite, Scapin. Peut-être une autre question venant de la salle? N'hésitez pas. Soyez pas timide. Il y en a 2, là voilà. Après, monsieur, oui. Vous dites que forcément, le masque, c'est forcément un domaine très vaste, avec la Commedia dell'arte, les masques balinais, le théâtre No aussi. Est-ce que ça vous arrive encore, quand vous faites votre création, de vous dire ça, c'est une partie du masque que je n'avais pas encore explorée, j'ai envie de l'explorer et je vais le faire, ou vous pensez avoir vu tout ce que vous pouviez voir du masque à l'heure actuelle? Comme je disais, ça fait à peine 40 ans que j'ai fait du théâtre. Je crois que je n'ai pas assez vu. Et que j'aspire encore pouvoir tenir la route pour faire encore 3 fois 40 ans. Je pense qu'un metteur en scène qui dirait qu'il a vu, il a fait l'ensemble des masques, il a fait le tour, ce serait d'une présomption. Ça n'existe pas. Ce serait un mauvais metteur en scène, je pense. Ça n'existe pas. C'est comme regarder le ciel et dire qu'on connaît tous les étoiles. On a peut-être vu quelques-unes, et puis plus on reste devant le ciel, plus des étoiles apparaissent. Peut-être je pourrais dire que le masque fait appel vraiment, lance la créativité, c'est-à-dire que c'est vraiment un appel à découvrir de nouvelles choses chez l'acteur. C'est la raison pour laquelle souvent en travaillant masqué, on travaille par improvisation, le plus souvent, pour développer chez l'acteur justement ses capacités d'invention. Et de la même manière, le créateur de masques
car c'est un métier, les créateurs de masques sont sans cesse en train de proposer, de chercher, comme Rodin a pu le faire dans son atelier. Eh bien, un créateur, il est face à ces défis de tenter de nouvelles voies. Et Ariane Mouchkine, je dirais, qui a réussi un très beau premier versant de la montagne de la comédie avec l'âge d'or 1975, c'était les demi-masques de Commedia dell'arte, mais ensuite elle s'est lancée un autre défi avec les Shakespeare, c'était d'aller du côté de la tragédie, un autre versant aussi du masque. Là, elle a dû faire appel à d'autres traditions, mais pas seulement jouer avec des masques japonais, mais le créateur de masques, Erhard Stiefel, est allé explorer de nouvelles pistes pour aller vers le masque tragique. Mais bon, on ne va pas tout raconter, mais ensuite, dans votre dernier spectacle, L'Île d'Or, il y a une invention, cette fois faite par les comédiens. Alors là, ce n'est plus mais là, peut-être, c'est peut-être Sébastien qui va nous en parler. Erhard est bien sûr intervenu quand même pour des points précis de travail, mais oui, c'est vrai que voilà, comment travailler avec quelque chose de tellement prosaïque, qui sont des collants de dames, et comment transformer ça en masque, comment se les mettre sur le visage, se transformer, rajouter des perruques, transformer à l'intérieur en mettant des petits bourrelets, coudre des petits bourrelets à l'intérieur de son masque pour changer les visages, rajouter de la pommette, rajouter du menton, ce genre de choses, et devenir totalement quelqu'un d'autre, un autre être humain. Voilà, donc c'est vraiment, et je dis vraiment un autre être humain, puisque comme voilà, dans ce spectacle, on est quand même proche, voilà, de notre vie, on traverse notre monde, le monde actuel, et pour cela, il fallait qu'on soit masqué, mais le plus délicatement, le plus légèrement possible. Miguel voulait aussi poser une question. Hola Omar, es un gusto estar acá. Yo soy compatriota de Colombia. J'ai une question. Vous avez joué le théâtre en Colombie? Vous avez fait le théâtre en Colombie? Non. Ok, bon, n'importe. Mais je voudrais savoir. Oui, après, c'est ça que je voudrais savoir, c'est quoi que vous offre et que vous prenez de la culture latino-américaine et de la façon de faire le théâtre chez nous, à Latino-Amérique, et que vous l'offre ici dans votre spectacle et dans vos manières de faire le théâtre. C'est quoi ça que vous faites différent? Bien. Alors, j'avais 20 ans quand j'ai quitté la Colombie et je voulais depuis très jeune faire du théâtre, mais il était impossible à l'époque de faire du théâtre pour moi, pour ma famille d'où je viens. Je viens d'une famille de paysans et il fallait travailler pour pouvoir faire du théâtre ou une école. Et alors, j'ai eu la chance de voir quelques pièces de théâtre. Je n'ai pas vu plus que 4 pièces de théâtre en Colombie. Mais j'étais fasciné par les théâtres. Je savais que c'est ça que je voulais faire. Mais j'ai eu la chance d'avoir des amis. La vie, elle m'a mis quelques livres dans les mains et j'étais curieux. J'ai lu et puis Paris est devenu pour moi l'objectif. Parce que, pardon ? Le Graal. Et effectivement, j'ai dit ça souvent, au moment que j'arrive à Paris sans le savoir, j'arrive à l'âge d'or au siècle d'or français, européen, parce que nous avions à l'époque, il y avait Ariane Mouchkine à la cartoucherie, Peter Brook travaillait au Bouffe du Nord, Grotowski était pas loin, il y avait à l'Odéon Giorgio Streller, on avait Jérôme Savary, Vitesse qui était à Chaillot, Pina Bausch qui venait toutes les années au théâtre de la ville, Caroline Carson, il y avait les grands maîtres. Et j'étais là et j'ai mis mon nez partout et je vous invite, les jeunes, soyez curieux, soyez
audacieux, il faut oser, il faut savoir oser, mais il faut aussi oser savoir. Et ces choses-là m'ont guidé d'oser aller voir les autres, oser poser des questions. Et puis, la porte, elle ne s'ouvre pas tout de suite. Il faut apprendre, il faut frapper déjà pour que la porte s'ouvre. Et puis, qu'est-ce que j'amène? Je n'ai pas eu, à aucun moment, je n'ai pas eu l'intention de vouloir, de prétendre amener quelque chose de chez moi. J'avais déjà amené moi. C'est que j'avais mon héritage, les peu de choses que je connaissais qui étaient importantes. Et je n'ai pas cherché à faire du théâtre latino-américain ni du théâtre français, mais par contre, je me suis donné la rigueur de ne pas rester tout le temps avec des latino-américains. J'ai essayé d'apprendre la langue, je commençais à lire, je suis autodidacte, je me suis formé avec des maîtres, mais à droite, à gauche. Et puis les choses qu'il y a de chez moi, c'est une hybridation de tout ce que j'ai rencontré. Évidemment qu'il y a certains éléments de ma culture que je transmets à mes collègues, mais pas pour créer une esthétique. Je pense que l'esthétique, la question latino-américaine n'est pas quelque chose qu'on peut la poser. Et elle se mélange avec tous ces parcours, toutes ces rencontres. Je peux citer peut-être une anecdote, c'est quand j'ai créé Noces de Son de Garcia Lorca, j'ai pris une microstructure sonore d'un rythme colombien, très colombien, qui s'appelle la cumbia, qui vient de l'Afrique. Et à partir de cette microstructure, j'ai créé une série de pas. En fait, j'ai créé, non, ces pas existent, mais ces pas, je les ai associés après à des éléments que j'ai appris avec la culture japonaise, notamment avec le travail de Tadashi Suzuki que j'ai fréquenté, qui m'a invité à travailler avec eux et avec qui je travaille depuis 1998. J'y vais au Japon très régulièrement travailler avec eux. J'ai fait un Roméo et Juliette avec eux que je fais venir ici, en japonais. Donc, c'est le Colombien, il sort, il est libre, il sort sans vouloir lui dire fais ci, fais ça. Tout le temps. En fait, il sort tout le temps, le Colombien, vous le voyez bien. Ah non, attendez, je suis suisse, je suis devenu suisse. Je suis très suisse. Et puis Miguel, le Colombien, il est en vous, il est en lui, aussi par rapport au rapport à la musique et à la danse, à la question du mouvement. Et je pense que comme Omar Porras parle d'une certaine façon, là tout de suite, mais effectivement, s'il est sur un plateau, ça fait partie, comme Marianne Mouchkine d'ailleurs, la question de écoute la musique. La musique est toujours là en accompagnement. Et le pas de l'artiste sur le plateau, c'est toujours un pas de danse. Quand Peggy se déplace dans son personnage, je ne vous dirai pas qui c'est, dans son personnage, elle a son pas de danse. Et c'est vrai que cette sensibilité au rythme et à la musique, je crois qu'il est vraiment ancré dans votre culture. Je pense qu'il n'y a pas de... Le rythme est tellement important parce qu'il n'y a pas de jeu sans rythme intérieur. Un état, c'est un rythme intérieur, que ce soit la colère, la joie ou n'importe quel. On a besoin, il faut qu'il y ait un rythme, une petite machine qui se mette dedans. Sinon, c'est la vie de tous les jours, c'est réaliste, c'est naturaliste. Je me rappelle par exemple quand nous jouions, c'est un exemple que j'aime beaucoup donner parce que dans Les Naufragés du Fol Espoir, donc une pièce qui se passait en 1914 d'une troupe qui décidait de créer un film, de réaliser un film sur un roman posthume de Jules Verne. Et donc, il y avait cette troupe, ce plateau avec le réalisateur, et il y avait aussi le tournage des scènes qui étaient en muette, puisque nous étions en 1914 avec une caméra muette, et la caméra, c'était les caméras anciennes qui ont un rythme, et le rythme d'une caméra à l'époque, qui était 18 images secondes, c'était le rythme du régiment de Sambre-et-Meuse. Le régiment de Sambre-et-Meuse. C'était ça, les opérateurs avaient ça dans la tête pour pouvoir tourner. Et c'était devenu notre rythme à nous. On avait tous cette petite musique intérieure, à tel point que quand nous jouions, nous étions en 18 images secondes. Donc nous étions un tout petit peu accélérés dans nos mouvements.
comme quand on regarde un film muet qui est en 18 et non pas en 24. Nous avions naturellement cette petite accélération du mouvement qui était totalement intégrée, entrée en nous, sans qu'on se pose même la question de le travailler, ce genre de choses. C'était venu parce qu'on avait ce rythme qui était là, évident. Et à tel point que justement, quand on parle aussi de l'acteur et des visions de l'acteur, le fait qu'il voit un monde devant lui, moi je voyais en noir et blanc. C'est-à-dire, quand je jouais une scène en muet, j'étais en noir et blanc. Le monde était en noir et blanc. Voilà. Il y a une autre anecdote, parce que bon, ça c'est des anecdotes d'acteurs, c'est des vécus d'acteurs, des visions, qui a utilisé le terme vision. L'acteur, il a des visions, quand le metteur en scène, il a des visions. Et les autres, ils disent, mais j'ai pas vu, mais moi j'ai vu. Qu'est-ce que tu as vu? Et on raconte, on essaye de reproduire ce qu'on a vu. Par rapport à la musique au rythme, quand j'ai mis en scène à la Comédie Française, j'ai invité une chorégraphe colombienne, une grande comédienne, Fabiana Medina, qui m'a accompagné pour tout ce qui était les parties de coaching, entraînement physique, et un percussionniste africain. Et on faisait les entraînements avec des tambours et des rythmes colombiens et africains. Et un jour, un grand acteur, un sociétaire, Christian Blond, me dit mon cher Omar, c'est bien généreux, c'est plaisant, c'est extraordinaire, tous ces danses, tous ces rythmes, les masques, les exercices. Mais quand est-ce qu'on va travailler les textes? Et j'ai dit, ne t'inquiète pas, tu as fait ça toute ta vie. Si tu n'as pas les rythmes, ce texte, c'était en octasyllabe qui devait être chanté pratiquement. Si tu n'as pas les rythmes, tu ne pourras pas rentrer dans ces textes. Et puis, j'ai donné l'exemple que le travail qu'on fait, c'est de constituer d'abord les contenants. Le contenant, c'est le corps qui se prépare, et après, on met le liquide, qui est le texte, et ce liquide, il prendra la forme du contenant. Et ça peut, c'est une métaphore qui peut associer et que l'acteur peut comprendre, parce que c'est vrai, comme vous verrez le Fourberie des Scapins, Laurent Nadrella, qui était à l'époque dans ce spectacle, il s'est transformé et il raconte la bataille qu'il a eu à livrer avec son corps pour trouver ses danses, parce que c'est un corps qui danse, c'est des corps qui dansent. C'est Yoshida qui disait ça, non? Les corps dansants de l'acteur. Hein? L'énergie qui danse, c'est l'énergie qui danse. Et c'est Eugenio Barba qui parle, les corps qui dansent. Vous avez une petite, toute dernière question? Et puis après, on vous laisse souffler un peu avant le spectacle. Ah, deux, trois. Alors, les trois dernières. Bon, alors, très vite, on reproche parfois au masque de cacher des éléments du visage. Alors, il y a différents types de masques. Il y a juste des nez, des oreilles, etc. Mais quand on cache les sourcils, ça empêche l'expressivité de l'acteur au niveau du visage, en tout cas une partie. Et donc, l'acteur a peut-être tendance à faire plus de mouvements corporels pour compenser. Comment vous gérez ce souci ? C'est gentil, jeune homme. Ouais, vous dites? Je ne vois pas vos sourcils bouger. Alors, approchez. Oui, ça existe quand même. C'est-à-dire que, bon, j'ai pas de mots pour vous dire. Il faut que j'aille me préparer au théâtre, parce que je vais jouer tout à l'heure. Voilà. Donc, oui, ça cache peut-être quelque chose, mais ça révèle d'autres. Et c'est les masques qui... Je les connais un peu, ces masques. J'ai demandé l'autorisation au comédien Laurent Nadrella qui me prête ces masques pour tu permets? Merci. Vous voyez comme il les prend avec du respect, il les reçoit avec du respect. Et j'ai amené aussi un masque, un autre type de masque qui cache moins des choses.
fais attention. Et puis peut-être, ça, je ne sais pas, ça a une autre voix. Et ça a une autre habilité que celle de ce vieux qui tout à l'heure est passé ici, vous voyez. Vous vous appelez comment, monsieur? Olivier. Ah, Olivier. Ah, Olivier, c'est Olivier. Olivier, salut Olivier. Mets-toi debout. Pardon? Mets-toi debout. Voilà, sur la chaise. Oh, il est grand, hein. Il fait beau là-haut? Oui, il fait chaud. C'est très bien. Ah ben, c'est très bien. Oh, c'est corps, hein, formidable. Sortez la main de la poche, s'il vous plaît, au travail. Bon, descendez, s'il vous plaît. Très bien, merci beaucoup, on l'applaudit. Bon, je ne voulais pas faire, ce n'est pas une démonstration, mais c'est le masque nous transforme. Et ça, ces masques, en l'occurrence, je les connais un peu parce que j'ai vécu avec eux. Mais peut-être, il faut que je raconte. Tout à l'heure, avant que vous arriviez, j'étais en train de répéter parce que je veux reprendre un des rôles, remplacer un acteur qui a un empêchement, qui aura une difficulté de rejoindre l'équipe. Ça, c'était prévu. Et j'ai répété le texte du rôle qu'il a créé. Alors, c'est moi qui l'ai dirigé. Et je suis paumé parce que c'est lui qui l'a créé. Donc, il faut que je rentre dans sa musique, que je joue la partition avec la même précision, mais il faut que je trouve mon personnage là-dedans. Et ce que je voulais vous dire, c'est que là, je travaille son masque, et tout à l'heure, je me suis dit, mais mon Dieu, cherchez-moi un masque, je ne peux pas répéter ce qui va devenir mon personnage, parce que je ne vais pas jouer le personnage qu'il a créé. Je dois jouer, oui, je joue le rôle de Sylvestre, avec le même texte et la même partition physique. Mais je suis perdu, toute la généalogie, tous les ancêtres qui doivent se réveiller chez moi pour pouvoir endosser et trouver la voix du personnage, son âge, sa provenance, son origine, son vie, ses peurs, ses vaillances, ses audaces, ses capacités. Tout ça est fondamental. Ce n'est pas juste mettre la même perruque, le même postige, le même costume. Non, on va fabriquer une perruque pour moi. On va fabriquer des postiges pour moi. Peut-être j'arriverai à rentrer dans les mêmes chaussures. Peut-être j'arriverai à rentrer dans le même costume. Mais le costume d'un acteur, c'est sa peau. Et j'adore, et je m'entends très bien parfaitement avec Alexandre qui m'offre son costume, qui me dit, je l'ai essayé, il m'a dit, il te va bien, mais peut-être tu rajoutes un bouton ici, peut-être tu peux le remonter là. Et c'est un acte amoureux. Mais je ne peux pas avancer, je l'ai découvert, j'ai commencé à répéter il y a une semaine. Je n'avance pas maintenant que j'ai à peu près les textes et la partition. Je ne peux pas avancer si la semaine prochaine, ou demain, si je ne mets pas un masque. Donc il faut que j'aille chercher mon masque. Le masque qui va m'aider à trouver ma voix VOX et mon chemin. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Il ne cache pas, justement, il révèle les symptômes, le mal, la tragédie qui habite le personnage. Et plus l'image est nette, moins elle est gribouillée. On en parle souvent au Théâtre du Soleil. Pour ça, un acteur qui bouge dans tous les sens, qui fait que ça... Est-ce que vous allez entendre ce que je vais vous dire si je vous parle comme ça ? Moi, je ne crois pas, vous n'allez pas entendre vraiment ce que je veux dire, en même temps, je parle fort. Mais si je vous parle comme ça, à vous, et je ne bouge rien, je ne bouge pas mes sourcils, là, vous allez m'écouter. Et je vais vous dire quelque chose de sérieux. Et en même temps, ce que je vais vous dire aura peut-être un état qui va vous inquiéter. Pardon, mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est qu'en fait, le masque permet de canaliser, faire le focus sur un point. Pour vous, pour spectateurs, d'avoir le focus sur un point, de voir un œil qui bouge, et cet œil, c'est la vie. C'est la vie intérieure.
c'est comme le disait Hokusai, dans les derniers instants de sa vie, il disait, il a passé sa vie à apprendre à dessiner. À 60 ans, il savait maîtriser le dessin d'une feuille, d'un arbre. À 80 ans, il savait maîtriser le dessin d'un animal, d'un tigre. À 90 ans, il savait atteindre l'âme d'un humain. Et à 110 ans, je tracerai une ligne et ce sera la vie. Peut-être, ce sera peut-être la vie. C'est-à-dire que le masque permet de faire le focus de... Si on en a trop, vous parliez des sourcils, oui, moi, ils sont derrière là, vous ne savez pas comment je les ai embêtés avec le sourcil. Arrête de bouger ton sourcil, arrête. On parle et on fait comme ça. Non, moi je ne veux pas voir un acteur qui bouge ses sourcils. Ça, il le fait dans la vie. Moi, je veux voir sa bouche grande ouverte et je veux le voir rester là et vivre quelque chose à l'intérieur, se remplir et vous remplir, vous. Parce qu'en ne bougeant pas, vous allez recevoir, vous allez en prendre plein la figure de son état, de son symptôme, de sa maladie, de sa tragédie. Pardon, je m'excite. Bravo. Là, avec le masque. Ah oui. Pardon. Vous voyez, on travaille le regard, ce point, ce focus. Et quand on travaille le regard, la précision du regard, il suffit que... J'ai vu, vous venez tous avec moi. J'ai dit, mais... Voyez? C'est là ou là. Donc j'amène votre attention à un point précis, un point fixe. Ce n'est pas l'école ordinaire qui explique. Voilà. C'est très précis. Et c'est contrôler l'intensité du focus. Tous ces termes qu'on utilise dans l'entraînement. Focus proche, focus médium, focus lointain. L'intensité du regard, parce qu'il y a une intensité dans le regard. Et un moindre mouvement, une précision, un micro, ça change tout. Voilà, alors il y avait encore une question. Deux questions, je crois qu'on avait Madame d'abord et puis après Oumou. Qualité d'un masque qui peut vous... Voilà. Qu'est-ce que vous recherchez dans un masque pour que ça vous parle, pour que ça... Enfin, et à la fois, je crois que vous y avez déjà répondu parce que c'est un peu de vie en tout cas, mais qui permet que la vie puisse s'exprimer. Mais je voudrais quand même savoir parce que... La question c'est un peu, est-ce qu'il y a des masques qui ne marchent pas? Oui, ou bien, enfin, on ne choisirait pas ces... Oui. On passera à côté, quoi, parce que c'est pas intéressant. Il faut lui demander la permission. Est-ce que c'est vrai? Il me semble qu'Ariane Mouchkine disait il faut que ce soit le masque qui te choisisse ou oui. Ne choisis pas un masque parce que souvent au Théâtre du Soleil il y en a beaucoup. Oui. Hein, je ne sais pas si elle le dit toujours, mais quand on fait les stages, elle le dit souvent. Elle dit cette chose fait en sorte parce que les acteurs viennent souvent la voir et dire mais quel masque vous me conseillez, Madame Mouchkine? Et jamais elle va dire essaye ce masque ou un tel acteur tu devrais essayer Harlequin ou Pantalon. Il y a toujours un côté mystérieux dans le masque. Il se passe quelque chose d'un phénomène d'abord de croyance. Il faut que le masque, je veux parler d'un corps imaginatif, il faut rêver, rentrer dans la nuit de masque, mais pour cela il faut être appelé, il faut qu'il y ait un masque qui vous emmène, comme tu disais, il te faut le masque qui te permette d'être transporté, de décoller, comme on dit souvent cette chose-là. Hein. On a envie d'être décollé du sol quand on travaille sur le plateau de théâtre. Alors, qu'est-ce qui... des masques qui décollent, qu'est-ce qui fait qui font décoller quelque chose, un appel. Ouais. C'est important, un appel. Parfois, on n'ose pas un masque, on a envie de le... Je me souviens très bien d'avoir au tout début du Soleil, je voulais essayer ce masque, mais il m'impressionnait tellement que je n'osais pas. Il a fallu, c'est comme une initiation, il faut des fois attendre, jusqu'à ce que je n'ai osé le porter, ce masque dont j'ai en tête que quand tout le monde était parti déjeuner, et je suis resté tout seul sans manger, j'ai loupé le repas, je suis resté dans le calme, et là j'ai osé mettre ce masque-là. Je ne savais pas pourquoi, c'était un appel. Et là, j'ai compris comment l'habiller. Parce que quand vous avez le masque,
qui est présent, c'est lui, alors ce n'est pas vous qui habillez le masque, c'est lui qui vous regarde et vous obéissez. Vous commencez à dire, pour lui, j'ai besoin de m'habiller comme ça. Alors c'est déjà cet élément-là. Alors ça paraît un peu mystérieux, mais c'est fait de beaucoup de mystères, mais on peut dire de croyance. Il faut avoir la foi, il faut qu'il y ait un phénomène d'adhésion avec ce double qui vous amène ailleurs. Quand on voit les masques comme ça, on a l'impression quand même que beaucoup sont extrêmement violents. Enfin, ils en appellent à la... Enfin, oui, à la dimension extraordinaire, oui. C'est gros, grossier, enfin, souvent, c'est pas doux, quoi. C'est pas, en tout cas. Il peut y avoir divers... C'est pour ça qu'au tout début, j'ai dit, il n'y a pas le masque, il y a les masques. Hein. Ah oui, d'accord. Alors, il y a toutes sortes de masques, mais il y a aussi des grands masques qui sont comme des visages sans masque. Je pourrais peut-être développer, mais... Hein, c'est-à-dire... Parce que quand même, au théâtre, on cherche à mettre les masques, vous savez, à terre. Hein. C'est un lieu où on se démasque, le théâtre. C'est un lieu où on essaye d'être vrai, authentique. On ne met pas des masques pour tricher. On ne met pas des masques pour se dissimuler. On cherche d'atteindre par le masque une dimension où enfin on soit sans masque, sans nos masques habituels. D'avoir un visage, et il y a des masques qui vous permettent d'atteindre un visage débarrassé de ces masques. C'est un peu une quête. Vous avez peut-être vu Parole d'acteur qui a été présentée ici par un acteur du Théâtre du Soleil, Maurice Durosier, où il veut commencer son spectacle en racontant la rencontre avec Polichinelle et comment est-ce que justement il y a eu cet appel et le choix du masque de Maurice Durosier, de ce masque. Une dernière question, parce qu'on a largement débordé, on avait dit 1h30, il est déjà 4h moins 10. Oumou. Alors, Monsieur Porras, connaissez-vous les masques africains? Est-ce que ça vous est arrivé de les utiliser dans vos pièces théâtrales? Et que pensez-vous de ce type de masques? Hélas, non, je ne les connais pas. J'ai eu accès, j'ai vu des choses, j'ai vu des masques, j'ai vu des ouvrages sur les masques. Mais pareil, ce que vient de dire Guy, je n'ai pas osé d'aller aussi loin encore. Et pour moi, bien qu'en Colombie, la Colombie est un... Moi j'ai aussi une descendance africaine. L'Afrique est arrivée chez nous aussi avec la colonie. Dans le Pacifique, sur le Pacifique colombien, il y a une culture africaine où il y a même des langues africaines qui se parlent dans les forêts du Pacifique, sur les Caraïbes aussi. Toute cette culture africaine qu'il y a en Colombie, c'est la seule chose que je connais, mais plus que la musique, que les masques. Je ne me suis pas aventuré encore là-bas. Voilà. Vous voyez, il y a encore beaucoup à découvrir, c'est formidable. Merci beaucoup pour votre attention et puis merci à vous. Merci à tous.